Salut, c'est Seb et Nico. Salut. On vous présente aujourd'hui les règles du jeu de Age of Rome, un jeu de Vangelis Eftimio et Antonio Sianopoulos illustré par Evan Scale. Un jeu pour 1 à 4 joueurs, des parties d'environ 60 minutes à partir de 12 ans. Dans Age of Rome, vous allez incarner un des plus puissants personnages de la fin de la République romaine et vous allez vous affronter pour devenir le premier empereur en administrant des provinces, en conquérant des territoires et en jouant des sales tours aux autres joueurs au Sénat. On a beaucoup aimé le mélange des mécaniques de jeu et la qualité du matériel. Les règles du jeu, c'est parti. Chers amis romains, citoyens, l'heure est grave. Les assassins de César ont été mis en déroute. Et Brutus est mort, et les 3 hommes forts du régime ont décidé de former un nouveau triumvirat, et vont s'affronter pour devenir le premier empereur de Rome. Donc dans ce jeu, l'âge de Rome, vous allez jouer cette fascinante époque qui va donner naissance à l'Empire romain. Et chacun des joueurs, qui va avoir des pouvoirs un petit peu différents, en tout cas de départ, mais c'est pas un jeu asymétrique, c'est juste des pouvoirs de départ un petit peu différents, vont devoir s'affronter en contrôlant des provinces qui vont changer de main à chaque tour, en plaçant des armées sur des provinces à conquérir, en bâtissant des immeubles qui vont leur permettre de placer leurs ouvriers, leurs représentants et accomplir différentes actions, à jouer des complots les uns contre les autres, à essayer de prendre contrôle des votes du Sénat, et le tout en accomplissant des quêtes, en faisant des échanges commerciaux et en construisant des temples pour s'octroyer la faveur des dieux. Celui qui réussira le mieux à combiner toutes ces méthodes réussira à rassembler le plus de points et à devenir empereur. Rapidement, le jeu se déroule en 9 rounds qui vont être chacun divisés en 4 phases. On va avoir d'abord une phase de complot événement dans laquelle on va déterminer un peu le sens de marche du tour. On va avoir une phase de construction dans laquelle on va construire des immeubles dans la province qui nous est revenue lors de ce tour. On va avoir une phase d'action dans laquelle on va placer nos représentants dans les immeubles qu'on a construits afin d'accomplir différentes actions, des actions de différents types. Et ensuite, on va avoir une phase de revenus qui, en fonction de la province que l'on contrôle, va nous ramener un certain nombre de denarii, des deniers, des pièces d'or. Le but du jeu va être d'avancer sur la piste de gloire pour qu'à la fin de la partie, le joueur qui ait le plus de gloire, non seulement de gloire immédiate, certaines actions vont nous permettre de gagner des points immédiatement, et d'autres actions vont nous amener des points à la fin de la partie, et à la fin de la partie, le joueur qui aura le plus de gloire va devenir le nouvel empereur de Rome. Un point intéressant de cette piste de gloire, comme dans beaucoup de jeux de placement d'ouvriers, au fur et à mesure que le score va augmenter, on va venir retirer ces petits marqueurs qui signifient qu'un nouveau partisan, un nouveau représentant, un nouvel ouvrier va venir rejoindre les ouvriers disponibles pour chacun des joueurs. Chaque joueur commence avec un partisan et au fur et à mesure de l'évolution du score, va pouvoir rajouter des nouveaux partisans et donc accomplir de nouvelles actions par le placement d'ouvriers. Je vais donc vous expliquer le déroulement du jeu grande phase par grande phase. La première grande phase, c'est ce qu'on appelle la phase des complots. On va pas parler des complots tout de suite, mais je vais vous expliquer pourquoi ça s'appelle comme ça. Mais en tout cas, elle commence par le tirage d'une carte événement. Une carte événement, ce sont celles-ci. On va la tirer et la mettre ainsi visible de tous, à plusieurs types d'informations. Il y a un titre, là c'est à court de pierre. On va avoir un sens indiqué par 1 ou 2 flèches. Parce que vous allez voir qu'à la fin du tour, on va faire pivoter le plateau dans le sens et du nombre de crans indiqués par les flèches sur cette carte. Donc au début du tour, on va être informé du sens de mouvement du plateau à la fin du tour, ce qui va vous permettre de peut-être faire des décisions en conséquence en fonction du prochain joueur qui va obtenir la province qui est en ce moment en face de vous. Et on a aussi donc une petite indication qui représente un événement et qui va changer un petit peu la donne de jeu pour ce tour en fonction de la carte. Là, à court de pierre, il y a donc une pénurie de pierres dans l'Empire, et les joueurs ne peuvent construire qu'un seul bâtiment à ce tour. Normalement, tant qu'ils ont des deniers, ils peuvent continuer à construire des bâtiments, mais puisqu'on a sorti cette carte, à ce tour, ils ne pourront construire qu'un seul bâtiment. La seconde partie de cette phase de complot est donc ce qu'on appelle l'activation des complots. Mais comme on n'a pas encore expliqué ce que c'est qu'un complot, j'y reviendrai plus tard et on rejouera cette première phase à la fin de ce tour pour vous montrer comment vont se dérouler les complots que les joueurs auront mis en place lors de la phase d'action du tour en cours. Donc nous y reviendrons. La seconde phase est la phase de construction. Chacune des provinces a des emplacements, qui sont ici, dans lesquels ils vont pouvoir construire des bâtiments
de différents types selon les emplacements qui sont disponibles, et de différents niveaux au fur et à mesure qu'ils vont les améliorer durant le cours de la partie. Les différents types de bâtiments, on a les bâtiments, je vais mettre dans ce sens-là, les bâtiments rouges sont les bâtiments militaires, les bâtiments bleus sont les bâtiments politiques, les bâtiments verts sont les bâtiments commerciaux, les bâtiments violets sont les bâtiments religieux, et les bâtiments jaunes sont les bâtiments d'agriculture. Afin de construire un bâtiment, il faut tout simplement dépenser le nombre de denarii indiqués sur l'emplacement. Donc par exemple, si je veux construire un bâtiment rouge de niveau 1, c'est-à-dire celui-ci, je vais dépenser 6 deniers, et ça va me rapporter immédiatement 3 points de gloire. Donc on va mettre le bâtiment ici. Donc vous voyez, bâtiment militaire de niveau 1, qui m'a coûté 6 deniers, me rapporte 3 gloires. La prochaine fois que je voudrais construire à cet emplacement, ça me coûtera 11 deniers, et ça me rapportera 5 gloires. L'importance du niveau du bâtiment, ça va représenter le nombre de partisans, le nombre d'ouvriers que l'on va pouvoir assigner à cet emplacement afin d'accomplir l'action qui correspond. Donc un bâtiment de niveau 2 pourra accueillir 2 partisans, un bâtiment de niveau 3 pourra accueillir 3 partisans, et donc de faire 3 fois l'action militaire si j'ai besoin. Une fois que la tuile a atteint le niveau 3, on ne pourra plus l'améliorer. En revanche, le premier joueur qui arrive à construire un bâtiment d'un certain type de niveau 3 va récupérer une médaille, et cette médaille va lui donner un petit bonus dans ce domaine jusqu'à la fin de la partie. Une fois que tous les joueurs auront dépensé leurs deniers et construit les bâtiments qu'ils avaient envie de construire, on va passer à la deuxième phase du tour, qui est la phase d'action. À tour de rôle et de nouveau dans l'ordre du tour, chaque joueur va placer ses partisans un par un, et immédiatement avoir passé son partisan, par exemple ici, Junia Segunda va placer donc son partisan sur l'immeuble militaire en face d'elle, afin d'accomplir l'action qui correspond à l'endroit où elle a mis son partisan. Et je vais décrire les différents types d'actions un par un. L'action militaire, donc pour commencer, vous rapportera des points de gloire en fin de partie si vous avez plus de légions, le plus de légions dans une des régions qui sont indiquées au bas du plateau. Ici, ce sont différentes régions à conquérir, dans lesquelles, si on a joué une action militaire, on va pouvoir placer une de nos légions dans la région qui nous intéresse. Et à la fin de la partie, le joueur qui aura le plus de légions dans telle ou telle région va gagner le nombre de points indiqués. Ainsi, le joueur qui a le plus de légions à la fin de la partie dans cette région va gagner 10 points, le joueur qui a le deuxième nombre de légions va gagner 5 points, et le troisième va gagner 3 points. Le deuxième type d'action que l'on va pouvoir accomplir correspond au bâtiment politique, et va se jouer ici, sur la pièce centrale du plateau. On va jouer des marqueurs comme ça, qui sont des marqueurs de vote, et qui vont former la colonne du Sénat. Quand j'accomplis une action politique, j'ai le droit de placer un marqueur dans la colonne du Sénat. Au fur et à mesure de la partie, les joueurs vont chacun placer plusieurs marqueurs s'ils ont envie de jouer dans ce domaine-là. Et en fait, dès que l'un des joueurs va avoir une suite consécutive de 3 votes de la même couleur, là en l'occurrence le violet, Marcus Antonius, a réussi à placer 3 jetons de suite dans la colonne du Sénat, il va gagner immédiatement un certain nombre de points de gloire. Ensuite, à la fin de la partie, l'état final de la colonne du Sénat va déterminer un certain nombre de points supplémentaires que les joueurs vont gagner en fonction de l'emplacement de leur vote dans la colonne du Sénat. C'est-à-dire que plus les votes seront en bas de la pile, plus ils vont rapporter de points. En sachant que si la pile ne peut avoir que 5 votes à la fois, et que si on continue à rajouter des votes, on va en fait les enlever par en bas et les remettre à leur place. Le troisième type d'action, par les bâtiments verts, est l'action commerciale. L'action commerciale va vous permettre de récupérer des points de gloire en fin de partie grâce à des ensembles commerciaux. En fait, on va jouer avec les cartes commerce qui sont ici. Le fait de placer un partisan sur un bâtiment commercial va vous permettre de piocher 2 cartes commerce, en sachant qu'on peut en avoir 5 en main au total, et que certains joueurs, ou par le résultat de certains effets,
vont avoir une pénalité. Par exemple, Marcus Antonius commence avec un peu plus de deniers que Gaius Octavius, mais lui, il commence avec une carte encre dans la main dès le départ, ce qui veut dire qu'il ne pourra avoir que 4 cartes commerce en plus de cette carte encre. Il a 5 cartes en main au maximum. Les cartes commerce sont de différents types. Là, vous voyez que la petite enclume signifie que ce sont des cartes outils. Alors, vous avez en plus une petite leçon d'histoire où ce sont des typiques exemples d'outils qu'utilisaient les Romains à leur époque. Mais vous en avez de différents types, des outils, des armes, des habits, des joyaux et des cartes joker qui vont chacune vous rapporter un certain nombre de points si vous arrivez à en faire des ensembles commerciaux. Ces cartes commerce, vous pouvez les utiliser de 3 manières différentes. Soit vous pouvez la jouer pour obtenir l'effet de la carte. Donc là, par exemple, je vais retourner pour la lire. Quand vous placez un partisan, retirez votre encre de la partie. Donc par exemple, cette carte permettrait à Marcus Antonius de se débarrasser de l'encre qu'il a en main s'il décide de la jouer. Il peut également garder la carte jusqu'à en avoir 3 du même type. S'il avait 3 outils, donc 3 outils en main, il pourrait en faire un ensemble commercial, c'est-à-dire défausser ces 3 cartes sous son plateau à l'emplacement indiqué, et à la fin de la partie, le nombre et le type d'ensembles commerciaux qu'il aura réussi à rassembler au cours de la partie va lui rapporter un certain nombre de points. La dernière manière d'utiliser une carte commerciale, c'est qu'on peut les vendre. On peut tout simplement défausser une carte commerce de sa main pour gagner immédiatement un denarius si on est à court d'argent. Le type d'action suivant est l'action religieuse qui va avoir lieu lorsqu'on place un partisan sur un bâtiment violet, un bâtiment de type religieux. Vous remarquerez que chacun des joueurs a un certain nombre d'éléments qui vont lui permettre de construire un temple ou un panthéon, comme disaient les Romains, avec une base et une partie supérieure. Vous voyez également qu'il y a un certain nombre de pièces supplémentaires qui sont de couleur dorée, argentée ou de couleur bronze, qu'on va pouvoir utiliser pour donner des points supplémentaires au panthéon que l'on va construire. Donc le joueur qui va avoir une pièce en or dans son panthéon, on a le droit d'en avoir deux maximum, une pour la base et une pour le haut, vont lui permettre de rajouter des points supérieurs. Mais il y a une seule pièce dorée, donc une fois qu'un joueur a choisi cette pièce dorée pour commencer à construire son panthéon, les autres joueurs n'y ont plus accès. Donc le premier joueur à avoir essayé de construire un panthéon va avoir un avantage. Et au fur et à mesure qu'on va construire le panthéon, je vais le mettre là pour que vous voyez un peu comment ils sont construits. Le but du jeu, c'est donc d'avoir une pièce métallique la meilleure possible en bas, puis on va ensuite rajouter les autres éléments pour former la base du panthéon. Si on est chanceux, on va même réussir à avoir une deuxième pièce métallique qu'on va pouvoir mettre en haut, et ensuite le terminer en construisant le panthéon en entier. Si on arrive à construire un panthéon, il va nous rapporter un certain nombre de points en fonction des pièces qu'on aura réussi à utiliser pour le construire. Un autre type d'action que l'on peut faire lors de son tour est l'agriculture. En fait, j'ai oublié de mettre le petit jeton, on va prendre un comme ça. En fait, la piste d'agriculture sert de compteur de tours. Et on va donc faire bouger le marqueur de tour à fur et à mesure que la partie progresse. Vous voyez, ça va jusqu'à 9. Donc on va commencer là et on va finir jusque là. Le fait de placer un partisan sur un bâtiment d'agriculture va nous rapporter un nombre de deniers correspondant à le tour de jeu dans lequel on est. Donc au premier tour, l'agriculture va nous rapporter un denier, mais au tour 6, ça va nous rapporter 3 deniers. Donc plus le temps avance, plus les champs sont développés, plus l'agriculture va nous rapporter de l'or au fur et à mesure qu'on va jouer. Si aucune de ces options ne vous intéresse, il reste toujours les jeux du cirque et le Colisée, le fait de placer son partisan dans le Colisée, on va lui faire participer au jeu de gladiateur et on va gagner immédiatement un point de gloire. La dernière action que l'on peut accomplir lors de son tour est l'action complot. Chaque joueur a un certain nombre de marqueurs complot face cachée qui sont sur son plateau. Et le fait de faire l'action complot, on va prendre un de ces marqueurs et on va le placer côté face cachée sur un des emplacements vides de la province qui lui fait face. Ensuite, on va donc placer un partisan sur le marqueur complot pour indiquer que celui-ci est préparé. Si les 3 emplacements sont déjà remplis, on ne peut pas utiliser cette action pour placer des complots. Et je vais donc expliquer dans un instant, une fois que ces complots ont été préparés,
Ils vont se déclencher au début du tour suivant, dans la phase de complot, et je vais y revenir dans un instant. La dernière phase du tour en cours est la phase de revenu. Et j'en ai pas parlé lorsque j'ai parlé des constructions, mais un point intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'on va construire un bâtiment, on va déclencher cette molette un petit peu, bouger cette molette pour rajouter un niveau de population. Et la population va déterminer les revenus que l'on va obtenir lors de la phase de revenu à la fin du tour. Il y a donc 2 chiffres qui sont indiqués sur cette petite molette. D'abord un 2 qui correspond au niveau de population, et si on décide de faire une collection d'impôts normale, on va donc gagner 2 pièces d'or, 1 pièce d'or pour chacun des membres de la population. On a l'autre option qui est de monter les impôts, ce qui va nous rapporter le double de pièces d'or. Donc là, au lieu de 2, on aura 4 pièces d'or, mais c'est une mesure impopulaire. On va donc perdre le chiffre indiqué en rouge de points de gloire si on décide de faire une double taxation. Donc là, si je fais une taxation simple, je vais gagner 2 denarii, mais je ne vais pas perdre de gloire. Si je décide de faire une double taxation, je vais gagner 4 denarii, mais je vais perdre 1 point de gloire. Ensuite, on arrive à la fin du round. On va faire tourner le plateau dans le sens indiqué et du nombre indiqué par le nombre de flèches. Soit une flèche, s'il y avait une flèche, on aurait fait tout simplement un quart de tour. Mais comme il y a 2 flèches, on fait un demi-tour. Et on arrive à 180 degrés. Et c'est la fin du round. On va donc avancer le compteur de tours au niveau suivant et débuter le nouveau tour. Et on va débuter le nouveau tour lors de la phase complot dont j'avais parlé tout à l'heure. Durant la phase de complot du tour suivant, donc, on va révéler une nouvelle carte événement. Là, les joueurs avec le moins de votes dans la colonne du Sénat, au moins 1, gagnent 1 denarii par partisan recruté. Donc là, si ça avait été le cas, chacun ayant un partisan, le joueur qui a le moins de votes, mais qui en a au moins 1, donc là c'est le vert et le jaune, vont tous les 2 gagner 1 denarii. Une fois que la carte événement a été révélée et que éventuellement son effet a été appliqué, on passe donc à la phase complot, à l'activation de complot dont j'avais parlé tout à l'heure. À tour de rôle, en commençant par le premier joueur dans l'ordre du tour, les joueurs peuvent activer un ou plusieurs de leurs complots. Il n'y a qu'un seul tour d'activation, et si un joueur n'active pas certains complots, il ne peut plus le faire pour le round en cours. Là, par exemple, Gaius Octavius avait mis un complot qui est arrivé sur Junia Secunda, puisqu'on peut activer n'importe quel complot qu'on avait pris, sauf ceux qui sont dans notre province, et le complot va affecter le joueur qui se retrouve en face de la province où le complot a eu lieu. Lorsque j'active un complot, je vais retirer le marqueur Vendetta le plus à gauche. Alors, un marqueur Vendetta ou un petit serpent. Il y a un autre élément dont je n'ai pas parlé, je vais juste en parler vite fait, c'est qu'une fois par tour, vous avez le droit d'utiliser ces marqueurs s'ils ne sont pas couverts d'une Vendetta, qui vont vous donner un bonus en fonction de leur couleur. Et chacun peut être utilisé une fois par tour, tant qu'il n'est pas placé sous un marqueur Vendetta. Donc là, en faisant un complot, je libère mon marqueur militaire, ce qui peut être intéressant si je vais faire des actions militaires par la suite. Donc, je prends ce marqueur Vendetta le plus à gauche de mon plateau de jeu et je le place dans l'emplacement libre le plus à droite du joueur ciblé. C'est-à-dire que je vais immobiliser, si je me débrouille bien, immobiliser ses propres marqueurs bonus. Là, en l'occurrence, c'est un coup dans l'eau puisqu'il n'y en avait pas sur cette zone-là. Mais s'il y avait eu déjà un, donc j'en aurais placé un autre, j'aurais immobilisé un autre marqueur. C'est une façon de venir un peu interdire certaines actions ou certains bonus aux joueurs adverses. Une fois que le marqueur a été activé, je le retourne, ce qui veut dire qu'à la fin du tour, il reviendra dans mes complots disponibles. En plus du marqueur Vendetta, chaque complot va pouvoir activer un certain nombre d'effets qui va varier selon les joueurs et qui sont en fait les effets qui sont ici. Lorsque j'active mon complot, Gaius Octavius active son complot contre Junia Secunda, il a le choix entre 3 effets négatifs qu'il peut lui appliquer. En l'occurrence, le premier, c'est perdre un point de gloire, une calomnie, faites reculer immédiatement le marqueur de gloire adverse d'un cran. Le deuxième choix, c'est une dégradation, retirer un élément d'un panthéon adverse. Et le dernier choix, c'est une vente forcée, choisissez au hasard et défaussez une carte commerce de la main de l'adversaire et gagnez 2 denarii.
Donc Gaius Octavius va avoir le choix parmi ces 3 actions qui sont des pénalités qu'il va pouvoir infliger au joueur qui a subi le complot. Donc ça va pouvoir, en les plaçant bien, de vraiment mettre des bâtons dans les roues des autres joueurs. Une fois que les complots qui ont été activés ont vu leurs effets résolus, c'est la fin de la phase de complot, et on passe de nouveau à la phase de construction, on va construire ou améliorer de nouveaux bâtiments, puis ensuite la phase action qui va nous permettre d'utiliser ces bâtiments avec les partisans, et ainsi de suite pendant 9 tours, jusqu'à la fin de la partie, dans lequel on va compter les points. Normalement, le joueur qui a le plus de points sur le compteur de gloire va gagner la partie. En cas d'égalité, ça va être le joueur avec le plus de denarii. Si l'égalité persiste, tous les joueurs qui sont toujours à égalité deviennent co-empereurs. Le score militaire va être calculé en fonction des majorités dans chacune des régions qui vont donner accès à un certain nombre de points. Le score politique va être calculé en fonction de la position des jetons de vote de chacun des joueurs ayant participé à la colonne du Sénat. Le score de commerce va être en fonction du nombre d'éléments d'ensembles commerciaux que le joueur a réussi à former en ayant 3 maximum, mais en fonction du type d'ensemble commercial. Par exemple, les habits de soie valent 5 points, les joyaux valent 6 points, les outils valent 3 points, les armes valent 4 points. Le score de religion va être déterminé en fonction de la composition des panthéons qui ont été accomplis. Donc l'or va rapporter 4 points, chaque pièce en argent va rapporter 3 points, chaque pièce en bronze 2 points, et chaque pièce de la couleur du joueur va rapporter 1 point chacune. Chaque joueur, j'en ai pas parlé, mais au début, chaque joueur avait un certain nombre de quêtes qui vont lui donner des objectifs supplémentaires, et le fait d'accomplir ces quêtes vont lui rapporter un certain nombre de points. Et enfin, en fonction de l'or restant pour chacun des joueurs, les groupes, tous les 4 denarii vont rapporter 1 point supplémentaire au joueur qui est là dans son trésor. Et donc, en faisant la compilation de toutes ces sources de points, on va arriver à un score définitif. Comme dans beaucoup de jeux, si vous avez trop de points, vous pouvez retourner le marqueur pour avoir un petit plus 30. Donc les points peuvent aller très très haut. Il y a un objectif spécial qui est de battre le high score du créateur du jeu qui est de 113 points. Donc vous voyez, il y a quand même un peu de marge. Donc au final, le joueur qui a le plus de points devient le nouvel empereur de Rome. Et c'est l'âge de Rome qui débute. Voilà, c'était les règles du jeu de Age of Rome, un jeu de Vangelis Eftimou et Antonio Sianopoulos, illustré par Evan Scales, un jeu pour 1 à 4 joueurs, des parties d'environ 60 minutes, à partir de 12 ans. Voilà, le jeu est désormais disponible dans votre boutique favorite et sur notre site à www.don'tpanicgames.com. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Salut! Ciao!